Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Le silence des agneaux. Il s'agit d'un roman de Thomas Harris publié en 1888. Le directeur de l'école du FBI convoque une de ses étudiantes, Clarice Starling. Celui-ci veut que Starling fasse passer un test à Hannibal Lecter, car cette équipe a échoué avec lui. Le docteur Lecter est un assassin cannibale qui est enfermé dans une cellule d'un hôpital psychiatrique à cause de ses meurtres. Clarice rencontre le directeur de cet hôpital psychiatrique, qui s'appelle le docteur Chilton. Puis elle rencontre Lecter, qui est dans sa cellule, tout en restant dehors. Elle dit qu'elle ne vient pas à cause de Buffalo Bill, qui est un meurtrier qui a déjà tué 5 femmes. Lecter décrypte de suite Starling. C'est une jeune femme ambitieuse, mais elle est née pauvre. Elle ne veut pas ressembler à ses parents, ce qui la pousse à se surpasser. Lecter lui dit de chercher dans la voiture d'un certain Raspail. Starling va chercher la voiture dite dans un entrepôt et elle y trouve une tête dans un bocal au-dessus d'un mannequin. Elle retourne voir Lecter. Il lui apprend qu'il s'agit de l'amant de Raspail. Cela fait 8 ans que Lecter est enfermé dans sa cellule. Il demande une cellule avec fenêtre contre des informations qu'il pourrait donner. Crawford passe à Starling le dossier de Buffalo Bill. On apprend qu'il s'agit d'un tueur qui enlève ses victimes, les tue quelques jours plus tard et qui les écorche avant d'abandonner les dépouilles. À l'intérieur de la bouche d'une de ses victimes, Starling trouve un cocon d'insecte. En allant dans un muséum, elle apprend qu'il s'agit d'un cocon d'un papillon de nuit. Une femme qui s'appelle Catherine Baker Martin sort de chez elle et elle voit une camionnette. Un homme avec une main plâtrée veut y sortir un fauteuil. Catherine veut l'aider. L'homme l'assomme et l'emmène dans sa camionnette. Starling retourne voir Lecter pour son 3e entretien avec lui. Elle raconte que le plus mauvais souvenir est la mort de son père, qui était un ancien garde. Un jour, il a voulu tirer sur 2 cambrioleurs, mais son fusil, à cause d'un problème technique, l'a tué. Contre ce renseignement, Lecter lui dit que Buffalo Bill tue pour avoir une veste en peau. Pour la 4e fois, Starling va voir Lecter. Elle lui propose des informations sur Buffalo Bill contre un transfert dans un autre hôpital avec une fenêtre. Lecter lui dit que le papillon symbolise ce que Buffalo Bill veut, c'est-à-dire un état de changement. Clarice raconte qu'après la mort de son père, elle a été chez une cousine de sa mère. On apprend qu'à 10 ans, elle est envoyée dans un ranch qui s'occupe d'abattre des chevaux. Un jour, elle s'enfuit avec sa jument. Lecter lui raconte qu'on a peut-être refusé au meurtrier une opération dans un centre de chirurgie transsexuelle. La première raison est qu'il aurait un casier judiciaire. L'autre serait qu'il a échoué à des tests de personnalité. Il dit qu'il s'agit de quelqu'un qui se croit transsexuel mais qui ne l'est pas. Le directeur de l'hôpital psychiatrique, le docteur Chilton, dit à Lecter qu'il n'y a pas eu de marché conclu à propos de sa cellule avec fenêtre et qu'il ne bougera plus de sa prison. Comme le docteur Hannibal Lecter a des informations qui pourraient intéresser la mère de Catherine, qui est une sénatrice, il va être transféré dans un autre hôpital. Durant son transfert, il est sanglé et il porte un masque. La sénatrice interroge Lecter. Contre des conditions meilleures, il lui donne des informations sur Buffalo Bill, qui serait William Rubin. Starling va voir Lecter dans sa nouvelle cellule. Elle raconte que le jour de sa fuite, elle s'est réveillée tôt car elle a entendu les agneaux pleurer parce qu'ils allaient se faire abattre. Elle décide alors de prendre sa jument qui allait bientôt elle aussi se faire tuer. Elle dit que la nuit, elle se réveille et qu'elle entend les agneaux bêler. Starling est obligé de repartir en avion. 2 gardiens entrent dans la cellule de Lecter. Ce dernier arrive à retirer ses menottes. Un des gardiens se fait menotter et l'autre se fait manger le visage. Il les matraque tous les 2.
Un des policiers du hall monte à l'étage après avoir entendu un coup de feu. Il s'aperçoit que les deux gardiens sont blessés. Il trouve un corps mort et un autre encore vivant. Celui qui est encore vivant est emmené par des ambulanciers. Dans l'ascenseur, ce policier trouve un homme dont le sang passe par le panneau de secours. En le descendant, ces hommes se rendent compte qu'il s'agit du deuxième gardien qui est mort. C'est Lecter qui est dans l'ambulance. Lecter a mis les vêtements du gardien et s'est maquillé pour paraître blessé. Lecter se réfugie dans un hôtel de Saint-Louis. Crawford reçoit un appel d'un directeur d'un centre de chirurgie transsexuelle. Il lui dit qu'il a eu un patient qui s'appelait John Grant. Il a été rejeté car il a échoué au test et car il était recherché par la police pour 2 agressions qu'il aurait commises. Il lui dit que son vrai nom est James Gump. Buffalo Bill va dans le sous-sol pour tuer Catherine. Avant qu'il passe à l'action, Starling sonne à la porte. Gump la fait entrer, Starling sort son pistolet, Gump sort de la pièce et va dans le sous-sol. Le sous-sol est dans le noir. Gump met ses lunettes à infrarouge, ce qui lui permet de regarder Starling sans qu'elle ne le voie. Il pense la tuer juste pour récupérer ses cheveux. Avant qu'il tire, Starling lui tire dessus et il meurt. Après cette affaire, Starling reçoit une lettre de Lecter qui lui demande si les agneaux ont fini de pleurer. Qui ne connaît pas Hannibal Lecter? La plupart des gens connaissent cette histoire grâce au film de 1991 avec Anthony Hopkins et Jodie Foster. Le personnage qui m'intéresse le plus n'est pas Starling, mais Lecter. On peut bien se demander pourquoi Lecter s'intéresse à Starling. Starling est quelqu'un qui est né pauvre et qui veut quelque chose qui se situe au-dessus. Starling existe chez la part des gens de ce monde. Tout le monde est plus ou moins Starling. La vraie star de ce livre est bien Hannibal Lecter. Lecter fait peur et il attire en même temps. Il est à la fois barbare, il tue les gens, mais il est cultivé, il est intelligent, il prend soin de son apparence, il s'habille avec beaucoup de goût. Dans le livre et dans le film, il est en quelque sorte une vedette. C'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid, on ne le voit jamais en colère. Tout est prémédité, tout fonctionne comme le docteur Lecter l'entend. Il ne commet jamais une bavure à ce qu'il entreprend. C'est peut-être ce qui fait le plus peur. Chaque individu a normalement des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre. Il se peut que nous voulions quelque chose, mais qu'un événement extérieur nous empêche de le faire. Ça fait peur que certains individus décident de faire telle chose et qu'ils y arrivent, et ce, sans qu'aucun événement extérieur ne vienne perturber tout ça. Ça me fait penser aux 10 petits nègres d'Agatha Christie. On se demande comment les 10 meurtres ont pu se passer sans que quelqu'un, une des victimes, ne soit pas au mauvais endroit au mauvais moment. Ces gens-là, en plus de savoir très bien lire dans les gens, ont une chance inouïe. Ce qui est fou aussi, c'est que le lecteur devine très bien la psychologie des personnages sans les connaître. Ainsi, il connaît l'histoire de Starling avant même qu'elle la lui raconte. Ces hommes-là ont une capacité à scanner les gens qui est inouïe. Ils devinent tous des gens quand ils les rencontrent pour la première fois. Ils savent déjà qui sera leur victime et qui ne pourra pas l'être. Les victimes, quant à elles, ne s'aperçoivent pas ce que sont vraiment ces gens. Les victimes croient leurs mensonges, ils croient l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui donne l'image que les victimes sont des victimes? Peut-être la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de marcher. Même sans tous ces défauts, ces gens savent très bien qui sera leur victime. Sincèrement, je me suis toujours demandé pourquoi telle personne était victime de quelqu'un. Je cherche la faille, le point vulnérable de ces personnes, et je ne le vois pas, alors que d'autres le voient tout de suite. Ces personnes-là ont vraiment un don pour remarquer de suite les défaillances d'autrui, et il faut bien le remarquer qu'elles n'en font pas bon usage, qu'elles n'utilisent pas cette information à bon escient. Hannibal n'a jamais de remords, il justifie toujours ses meurtres. Il ne se sent jamais peiné par ce qu'il a fait. La culpabilité, il ne connaît pas. Il suit toujours une certaine logique, même si pour nous, elle nous semble désuète. Si on se donne raison dans tout ce que l'on fait, alors tout devient possible. Vivre sans culpabilité semble être la clé du bonheur. La culpabilité, elle, freine.
On s'est tous rendu compte que quelqu'un n'a pas respecté les règles, que ce soit au niveau de la société ou au niveau d'une règle morale. On se rend bien compte que cette personne a eu des avantages par rapport à nous-mêmes, ce qui peut faire enrager. Vivre sans morale est déjà la clé du bonheur, mais aussi elle fait avancer plus vite dans la société. On se rend compte que Hannibal Lecter est quelqu'un qui a une certaine classe. Il est intelligent, on se demande comment quelqu'un comme cela peut commettre des actes aussi inhumains. On peut faire un parallèle avec Jean Valjean des Misérables. Les Misérables sont plus humains qu'Hannibal Lecter. Alors, Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de pleurer? Vous me devez une réponse, vous savez, et cela me ferait plaisir. Une petite annonce dans l'édition nationale du Times et dans l'international Herald Tribune, le premier jour de n'importe quel mois, ce serait parfait. Faites-la aussi passer dans le China Mail. Je ne serais nullement surpris si la réponse était oui et non. Les agneaux vont se taire pour le moment. Mais Clarisse, vous vous jugez avec la miséricorde d'un inquisiteur du Moyen-Âge. Il vous faudra constamment le mériter, ce silence béni. Parce que ce sont les situations désespérées qui vous poussent à agir. Il y aura toujours des situations désespérées. Je n'ai pas l'intention de vous rendre visite, Clarisse. Sans vous, le monde serait beaucoup moins intéressant. Je suis sûre, poli comme vous l'êtes, que vous me diriez la même chose. Le docteur Lecter porta le stylo à ses lèvres. Il regarda le ciel étoilé par la fenêtre et sourit. J'ai des fenêtres. Orion vient de se lever, près de Jupiter, plus brillante qu'elle ne le sera jamais avant l'an 2000. Je n'ai pas l'intention de vous dire l'heure qu'il est et à quelle hauteur elle se trouve au-dessus de l'horizon. Mais je suppose que vous la voyez aussi. Nous avons certaines étoiles en commun. Clarisse. Hannibal Lecter.